Hello à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la chaîne. La première qui va concerner une série consacrée aux personnalités et aux personnes extravagantes, intéressantes, palpitantes. Famille qui t'attend. Bon, j'ai plus d'adjectifs en hante, mais vous avez compris l'idée. Et pour ce premier épisode de cette série, on se retrouve du côté de Chicago dans les années 1920 pour parler du gangster le plus connu des États-Unis, à savoir Monsieur Al Capone. Al Capone, de son vrai nom Alphonse Capone. Est-ce que je vais vous faire l'affront de le prononcer à l'italienne? Pas du tout. Parce qu'à part les matchs de Ronaldo sur la rail, c'est pas tellement mon fort, est né le 17 janvier 1899 à Brooklyn, du côté de New York. Il est le fils de Teresa Capone et de Gabriele Capone, tous deux italiens, originaires de Naples, qui ont décidé de partir aux États-Unis pour tenter l'American Dream. Donc pour ceux qui sont pas trop potes avec la langue de Shakespeare, c'est le rêve américain, tout simplement. Voilà, on est sur la traduction pas compliquée, littérale. Al Capone, il a donc 8 frères et sœurs. Ils vont à peu près tous tremper dans ces magouilles, frères, sœurs, tous à peu près. Donc là, on est plus sur 7 à la maison, on est sur 9 au commissariat. C'est pas la famille Camden, ça je vous le dis tout de suite. Il vit une enfance normale, jusqu'à ses 14 ans, et là, il décide vraiment de passer la seconde direction l'autoroute des conneries, hop, c'est tout droit, puisqu'il va frapper sa prof d'école, donc évidemment, il est viré, logique me direz-vous, on est d'accord. Et là, du coup, comme il passe sa journée à traîner dans son quartier new-yorkais, il va être repéré par un voisin du nom de Johnny Torrio, qui est, je vous le donne en mille, un voyou new-yorkais. C'était sûr en fait. C'était sûr. Et là, ça part complètement en sucette pour Al Capone. Il intègre plusieurs petits gangs de son quartier, notamment les éventreurs de Brooklyn, les 40 voleurs juniors et les garçons clochards. Bon, les noms sont pourris, mais c'est de la traduction, pas facile, hein. Mais ce qui va vraiment marquer le début de la carrière d'Al Capone, c'est son introduction dans le gang des 5 Points, donc le gang des 5 points, qui est à l'époque dirigé par monsieur Frankie Yale. Donc Frankie Yale, c'est le boss, c'est le king de la pègre new-yorkaise, c'est-à-dire que lui, il fait partie des enfoirés plus. C'est le nec plus ultra des vilains. Frankie Yale va donc embaucher Al Capone en tant que videur et serveur dans un de ses bars de Coney Island qu'on appelle le Harvard Inn. Donc faut savoir quand même qu'au début de sa carrière, Al Capone c'était un serveur de vodka Red Bull et un type à l'entrée du Macumba qui dit non, toi te rentres pas parce que t'es en pantacourt. Bon, ça replace le bonhomme quand on connaît la suite. Et c'est dans ce même Harvard Inn que va lui être donné son surnom le plus fabuleux, le plus connu, puisqu'un soir, il décide très intelligemment d'insulter la sœur d'un mafieux local qui s'appelle Frank Galaccio, qui lui va se venger tout simplement en lui mettant 3 coups de rasoir sur la joue gauche, qui lui donnera son surnom de balafré, à savoir Scarface en anglais. Frank Galaccio, c'était le Wolverine des temps anciens. Il a alors 18 ans au moment du surnom. Un an plus tard, donc à 19 ans, les calculs sont rapides, il se marie et il a un enfant avec sa compagne. Et pour sa petite famille, il décide d'avoir un emploi plus stable, plus respectable. Du coup, il part faire comptable du côté de Baltimore, qui est pas forcément une ville plus cool, on est d'accord, dans une entreprise très connue. Mais un an plus tard, son père meurt, et là c'est un peu le début de la dégringolade pour Al Capone, puisqu'il décide de totalement arrêter avec ses activités licites, légales, enfin son emploi normal, comme monsieur et madame tout le monde, et il rejoint Johnny Torrio du côté de Chicago, puisque Johnny Torrio l'avait contacté pour lui dire « Viens à Chicago, c'est une ville qui est assez libre pour l'instant, on peut faire globalement quelques petites magouilles sans être embêté, tu peux venir. » Ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Et donc là, Al Capone décide de prendre ses clics, ses claques, sa femme et son enfant, et de partir direction Chicago, les Bulls, tout ça, qui n'existait pas encore à l'époque, bravo. Il arrive donc dans une organisation qui s'appelle l'Outfit de Chicago, qui est déjà très rentable puisqu'il gagne plus de 10 millions de dollars par an, notamment grâce à la bière, à la prostitution et aux paris clandestins. Donc on part sur de la C64, on part sur du PMU, on part sur Ginette derrière le bar qui te dit « Bon, si tu veux, je peux te proposer une petite... » Et là encore, on lui propose un poste qui n'est pas très gratifiant, à savoir rabatteur devant une maison close de l'Outfit de Chicago. Mais là, il décide de se faire bien voir parce qu'il n'a pas envie de rester à ce poste-là toute sa vie, il a envie d'évoluer. Donc il décide notamment de tuer une personne dans un bar qui avait insulté un des membres de l'Outfit de Chicago. Donc il va être interrogé par la police, évidemment, il va y avoir une enquête, sauf qu'il va être complètement libéré puisque tous les témoins sur place ont perdu la mémoire ce jour-là. Bien sûr. Donc lui, pour se faire bien voir, il tue quelqu'un. C'est pas un stage photocopieux, ça je vous le dis tout de suite. Les cafés, les photocopies, c'est pas pour lui. Lui, c'est un gun, boum, une balle dans la tête. En 1922, il devient donc le bras droit de Torrio, puisqu'il a réussi à faire ses preuves. Le type était bon, voilà, il a fait des bonnes photocopies. Donc nickel, ça passe à la promotion. Bras droit du directeur de l'Outfit de Chicago. Mais un an plus tard, Chicago connaît l'élection d'un nouveau maire, qui est pas tellement d'accord avec ses activités un petit peu sombres, un petit peu souterraines, même totalement illégales, hein, on peut le dire. Du coup, les deux freluqués décident de partir dans une banlieue de Chicago, à savoir Cicero, qui est totalement en dehors de la juridiction de Chicago, donc ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent sans être embêtés par le maire de Chicago. J'ai vraiment dit freluqué là. Ils débarquent donc à Cicero, dans la banlieue de Chicago, et après quelques chamailleries avec les mafieux qui étaient déjà sur place, après avoir pipoté les élections et après le retour de Torrio en Italie, puisqu'il lui arrivait quelques petites galères, Al Capone règne véritablement en maître sur Cicero et sur Chicago, comme Michael Jordan dans les années 1990. Et autant vous dire que les deux avaient un très bon pourcentage de réussite au tir.
Faudrait que je fasse mime aussi. Ouais. Ouais. Donc là, on est dans les années 1920, évidemment, 1923 même pour être précis. Et il faut savoir qu'à cette période, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la prohibition. C'est une loi qui a été votée par le gouvernement pour totalement interdire la vente d'alcool, pour éviter de nuire à l'activité économique, puisque les gens pensaient à l'époque que l'alcool diminuait les performances des gens au travail. Et cette période de prohibition, c'est véritablement l'âge d'or des gangsters, puisque du coup, l'alcool devient illégal. Évidemment, les gangsters proposent des activités illégales, donc ils vont proposer aux gens dans les bars un petit peu clandestins de boire de l'alcool, de boire de la bière. Donc ils sont bien vus, ils sont vus comme les bienfaiteurs de la société, ceux qui luttent contre le méchant gouvernement qui interdit aux gens de boire de l'alcool le soir après le boulot. Ils sont vraiment vus comme des gens bien dans la société. Du coup, la deuxième moitié des années 1920, ça symbolise véritablement un empire pour Al Capone. Le type règne en maître sur Chicago, il est tout seul, c'est le boss. Petit café, brioche, quotidien d'un artiste. Il éliminait toutes les personnes qui se mettaient sur son chemin sans être inquiété puisqu'il n'y avait jamais de témoins. Il faisait toujours ce qu'il fallait pour ne pas être repéré. Il détenait 161 bars clandestins, 150 établissements de jeux clandestins, 22 maisons closes. Bon, pour ceux qui ne savent pas, les maisons closes, c'est un endroit où tu peux passer du bon temps moyennant finance. Évidemment, tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent. Il y avait notamment 30 millions par an dépensés pour corrompre la police locale de Chicago. S'il s'agit de payer, je peux payer tout ce que tu veux. Mais, comme toute entreprise, évidemment, il y a des coûts, il y a des revenus. Et les revenus de l'outfit de Chicago étaient colossaux. Ça représentait 120 millions de dollars par an, à savoir 1,5 milliard de dollars de 2011. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? On parle de 1,5 milliard de CA par an. Remettons les choses dans leur contexte, 1,5 milliard. Ça mangeait Gucci à Chicago. Gucci gang, Gucci gang. Comme j'ai dit précédemment, en 1929, Al Capone règne en maître sur Chicago, sauf un seul endroit, le nord de la ville, qui est lui détenu, comme son nom l'indique, par le gang de la North Side, lui-même dirigé par monsieur Bugs Moran. Et comme Al Capone, ça ne lui suffit pas, qu'il veut gérer toute la ville, même le nord, et il décide de se débarrasser du gang de la North Side, et il va missionner quelques membres de l'outfit de Chicago d'élaborer un stratagème pour s'en débarrasser. Donc lui, il décide de pas s'en occuper, il dit à ses potes, vous m'en débarrassez, ça m'ira très bien. Moi, perso, je vais partir me dorer la pilule du côté de Miami, chez moi, dans ma résidence secondaire. Et après tout un stratagème des membres qu'il avait missionnés, les têtes pensantes du gang de la Northside sont assassinées, puisque certaines personnes du membre de l'outfit de Chicago se sont fait passer pour des faux flics. C'est ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin, puisque 7 personnes ont été tuées de sang-froid. Et là, la Saint-Valentin, il n'y avait pas de bouquet de fleurs, il n'y avait pas de boîte en chocolat, c'était pas la fête des amoureux, je vous le dis tout de suite. Mais du coup, suite à ça, l'opinion publique change radicalement concernant Al Capone, puisqu'avant il était vu comme un bienfaiteur qui luttait contre la prohibition, qui luttait contre le gouvernement méchant, qui empêchait les gens de boire un peu d'alcool et de s'amuser. Les gens commencent à comprendre véritablement ses méthodes, ses manières de faire et surtout son activité qui dépasse de loin juste le fait de servir un petit peu d'alcool de temps en temps et de proposer quelques machines à sous dans les bars. Il devient l'ennemi public numéro 1. Méchant, méchant. Donc à ce moment-là, ça commence vraiment à lui chauffer aux oreilles. Le type, il peut se faire canarder à chaque coin de rue, c'est lunettes de soleil, c'est manteaux, c'est chapeaux, c'est bonjour, vous êtes monsieur Al Capone? Non, pas du tout, je suis Al Capona, rien à voir. Mais du coup, il a une idée, le petit Al Capone, puisqu'il est bien vu de tous les amis policiers de Chicago puisqu'il les a corrompus. C'est facile d'être ami avec des gens quand tu les payes, on est d'accord. Il décide donc d'organiser une fausse arrestation qui va le mettre au placard pendant 10 mois. Par contre, sa cellule, c'est une villa, hein. C'est meubles anciens, c'est moquettes, le type était à 2 doigts d'avoir un jacuzzi avec vue sur la mer, c'était incroyable. C'est incroyable. Tout ça avec un téléphone pour pouvoir continuer à gérer son business pendant ces 10 mois dans lesquels il était enfermé. Que demande le peuple ? Que demande le peuple? À sa sortie, l'opinion publique, elle s'est pas vraiment améliorée concernant Al Capone, parce que 10 mois ça suffit pas pour faire oublier un meurtre de sang-froid de 7 personnes, c'est encore un petit peu chaud pour lui. Mais, très intelligent le Al Capone, il va bénéficier d'un contexte très particulier, puisqu'en 1929, il y a eu un krach boursier à New York, à la bourse très connue, qui va plonger le monde entier dans une crise économique, notamment les États-Unis, et engendrer une grande pauvreté du côté de Chicago notamment. Et là, boum boum, gogo gadgeto bifton, monsieur Al Capone va offrir 5000 repas le jour de Thanksgiving pour les habitants pauvres de Chicago. Le type en prison pendant 10 mois, il avait lu Comment redorer son blason pour les nulos, c'était parfait. Il sort, bim, contexte particulier. C'est par où les autographes? Et là, on commence à aborder la chute d'Al Capone, de son empire, de son règne. Ça commence un petit peu à prendre un plomb dans l'aile, le type ne vole plus droit. Certains patrons de grandes entreprises de Chicago ont peur que le retour un petit peu en puissance d'Al Capone dans la ville de Chicago nuise à l'économie de la ville. Du coup, ces mêmes patrons vont demander au président Hoover d'organiser véritablement une chasse à l'homme pour pouvoir mettre en prison de manière durable Al Capone et pour des raisons concrètes et ainsi pouvoir avoir une vie normale sans avoir peur de se faire flinguer à chaque coin de rue et pour avoir une activité économique on va dire légale. Mais avec la crise économique, il n'y a plus un copec dans les caisses de l'État. Le président Hoover il dit c'est cool, moi je fais ce que vous voulez mais en fait on n'a pas d'argent. Donc on pourra pas mettre 50 policiers sur le coup, on pourra pas mettre 30 agents du FBI, ce sera pas possible.
Du coup, ce groupe de patrons, ils se disent, bon, le gouvernement apparemment n'est pas capable d'agir, on va se débrouiller par nous-mêmes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ils décident donc de financer 2 actions. La première est publique, à savoir, ils missionnent un monsieur qui s'appelle Elliot Ness, qui est un agent du FBI, pour enquêter sur toutes les actions frauduleuses et toutes les actions un peu illégales d'Al Capone. Il est également missionné avec un petit groupe qu'il a formé de détruire tous ces bars clandestins, toutes ces maisons closes et tous ces établissements de jeu pour véritablement faire tomber l'empire d'Al Capone et pouvoir prouver concrètement qu'il avait fait quelques conneries. Mais, comme je vous l'ai dit, Al Capone c'était quelqu'un de très intelligent, il se protégeait absolument partout où il allait et dans tout ce qu'il faisait, donc Elliot Ness et ses copains n'ont rien pu prouver, absolument que dalle. Aïe, coup dur pour Elliot Ness. La deuxième action, elle est plutôt souterraine, on va dire privée. Elle a été confiée à un inspecteur du fisc des États-Unis qui s'appelle Frank G. Wilson, qui lui du coup a été missionné de prouver une fraude fiscale organisée par Al Capone, puisque quelques années auparavant, le gouvernement avait complètement interdit la vente d'alcool, mais il s'était dit, bon, on sait que ça arrive, donc on va quand même taxer les revenus de cette vente d'alcool. Pas con les types, pas con. Et après 3 ans d'enquête, Frank G. Wilson parvient à prouver qu'il y avait de la fraude fiscale à tous les étages de l'activité d'Al Capone, sur ses bars, sur ses établissements de jeu, sur ses maisons closes. Le type prenait des bacs chiches dans tous les coins, bref, il y avait une fraude fiscale monumentale et il arrive à le faire inculper pour ça. Le 5 juin 1931, Al Capone est donc accusé officiellement de fraude fiscale, il est inculpé pour ce motif-là. L'acte d'accusation fait, tenez-vous bien, 3680 pages. À côté, l'intégrale d'Harry Potter, c'est Martine à la plage. Fallait prévoir 4 jours de RTT pour tous les comprendre. Et après plusieurs changements dans la stratégie de défense d'Al Capone, il est finalement condamné à 17 ans de prison, dont 11 fermes, mais uniquement pour fraude fiscale. Sacrée ironie quand tu sais tout ce que le bonhomme a fait pendant des années. Et le pire, c'est qu'il aurait pu éviter ces 17 ans de prison s'il avait gardé son avocat fiscaliste. Puisque, au début du procès, il avait décidé de virer son avocat qui était spécialisé en fiscalité pour prendre 2 autres avocats qu'il estimait beaucoup moins cher, alors que le type était blindax comme pas permis, et il a eu vice de procédure, c'est-à-dire qu'il a été inculpé pour une fraude fiscale qui avait eu lieu plus de 7 ans auparavant. Il y avait donc prescription, selon la loi américaine, sauf que les avocats d'Al Capone ne connaissaient pas cette règle, puisqu'ils n'étaient pas spécialisés dans ce domaine. Il a donc pris 17 ans, juste parce qu'il a viré un type parce qu'il lui coûtait un peu trop cher. Le type avait un pif, il pouvait fumer sous la douche. C'est ta faute. Et là, il va enchaîner les prisons, notamment celle d'Alcatraz. Et là, autant vous dire que sa cellule, c'était pas Disneyland. Hein. Il y avait des barreaux, il y avait un lit, c'était du bois. Clairement, tu faisais pas le malin. Il est libéré en 1939 pour problème de santé. Et il va décéder en Floride, dans sa résidence secondaire, en 1947, des suites de cette syphilis qui s'est aggravée, qu'il avait contractée étant plus jeune. C'est tout pour cette vidéo sur Al Capone. Bon, du coup, on va commencer à faire un petit peu comme les youtubeurs connus. Si la vidéo vous a plu, évidemment, lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, ce serait très cool. Voilà, et activez la cloche. Parce que bon, il faut quand même pas rater la seule vidéo qui sort toutes les semaines, hein. Ce serait dommage. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, probablement une nouvelle série, je ne sais pas encore sur quoi, mais voilà, ce sera pas toujours sur des personnes en particulier, et je vous embrasse.